Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième rencontre du Festival du livre audio en ligne organisée avec l'Institut français. Et pour cette deuxième rencontre de la journée, nous sommes ravis d'accueillir Shehnaz Patel, Guillaume Silavant, Rachel Despéville et Clémence Soupe pour une rencontre autour de Tizan et les gâteaux canettes, rencontre modérée par Christophe Rioux, journaliste pour Lire Magazine littéraire. Et Christophe, je te donne tout de suite la parole. Merci Cécile, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, direction l'île Maurice avec Tizan et ses gâteaux canettes, sélectionné pour le grand prix du livre audio francophone et le prix du public 2023, notamment pour sa musique qui mélange des sonorités traditionnelles africaines et mauriciennes, mais également des airs de jazz. Alors lors de notre rencontre, nous évoquerons les livres audio jeunesse de l'éditeur Les Sons de l'Ancre, qui sont utilisés comme outil pédagogique et ludique dans certaines écoles et ONG de Maurice, afin de développer l'intérêt de la lecture auprès des élèves. Les Sons de l'Ancre continuent de promouvoir les œuvres depuis Maurice avec l'espoir de pouvoir rayonner à l'étranger et valoriser ainsi la littérature mauricienne et francophone, comme à travers le Festival du livre audio qui a souhaité mettre en avant Tizan et ses gâteaux canettes, dont nous allons tout de suite parler avec Shehnaz Patel. Vous êtes mauricienne, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes journaliste, femme de lettres et vous avez publié 4 romans, dont Le silence des Chagos aux éditions de l'Olivier Le Seuil, grand prix littéraire des océans Indien et Pacifique, des nouvelles, des pièces de théâtre, des albums jeunesse, des BD historiques et des recueils de contes, mais aussi des traductions en créole d'albums de Tintin ou du Godot de Beckett. En 2016, vous avez participé à l'International Writers Programme aux États-Unis, puis en 2018, était en résidence de recherche et d'écriture à l'Université d'Harvard. En 2019 et 2020, vous avez agi comme mentor au sein du Women's Creative Mentorship Programme et avez animé diverses activités créatives et de formation. Toujours en 2019, vous avez écrit et mis en scène à l'île de la Réunion la pièce Nyama, princesse esclavée libre, qui interroge les séquelles et constructions de l'esclavage dans l'océan Indien. En 2020, aux côtés de Jhumpa Lahiri ou de Mario Vargas Llosa, vous participez au recueil de confinement And We Came Outside and Saw the Stars Again, publié par Restless Books à New York. Et au rayon jeunesse, vous avez fait paraître ces dernières années plusieurs albums et recueils de contes, dont La Toile Bleue, Dans mon Soubic, Contes de l'île Maurice et le bestiaire mauricien. En 2021, votre ouvrage Rêve d'oiseau, publié à l'Atelier des Nomades, a reçu le prix Saint-Exupéry. Au cœur de votre travail multiforme, vous aimez vous définir comme une exploratrice qui cherche sans cesse à approcher, avec, je cite, les ongles cassés mais têtus des mots, un peu de mystère, du mystère que recèle chaque être humain, l'insularité, le féminin, les tensions, les espoirs, les révoltes de l'intime à l'épreuve du monde ou la quête du merveilleux parcourent votre écriture. Alors, Shehnaz, dans ce travail protéiforme, où se situent Tizan et ses gâteaux canettes? J'ai l'impression d'être morte et que vous avez fait mon émission. C'est une biographie, ce n'est pas une nécrologie. Alors, 6 ans. 6 ans, pour moi, c'est très important parce que les premières histoires que j'ai entendues, parce que quand moi j'étais gamine, je n'avais pas de livres en créole, je n'avais que des livres en français et donc mon imaginaire s'est beaucoup construit en français. Donc ça a été un petit peu ma première langue d'écriture. Quand des histoires me sont venues en tête, elles me sont venues en français. Mais à côté de ça, il y avait la tradition orale qui est présente à l'île Maurice et je me souviens que quand j'étais petite, on me racontait des histoires en créole. Et donc, il y a toute une part de mon imaginaire aussi qui s'est créée en créole, mais pas forcément de façon écrite. Et Tizan, c'est ce personnage, tout comme la langue mauricienne, la langue créole mauricienne, en fait, c'est une langue qui est née d'une violence de l'histoire, l'esclavage. Et pour moi, c'est une langue extraordinaire parce que c'est une langue qui, à partir de cette violence, qui a mis en présence des personnes de pays différents qui devaient trouver un moyen de communiquer, de se comprendre. Donc est née cette langue créole qui est extrêmement vivace, extrêmement créative, extrêmement avec beaucoup d'humour aussi et une créativité langagière et linguistique qui est très très forte. Et Tizan, ça symbolise ça en fait. Tizan, c'est un petit bonhomme mauricien qui est très ingénieux, très facétieux. Et, euh, et pour moi, toute cette
cette ingéniosité, en fait, et en même temps cet humour de la langue créole se retrouve dans Tizan et dans les contes de Tizan. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très, très important, en fait, parce qu'au-delà du seul conte, je pense que ça symbolise, ça cristallise, en fait, toute une histoire et toute une façon d'être et tout un pays. Voilà. Oui, et puis il y a aussi une dimension alors, autour de sujets, de thèmes comme le partage, comme la patience. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant ce début de Tizan avec ces histoires de bonbons. Moi, vous savez ce que ça m'a rappelé? Ça m'a rappelé le fameux test du marshmallow. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, ce fameux test du marshmallow qui avait été pensé, conçu par par Walter Mischel de l'université de Stanford, qui était un professeur de psychologie comportementale, et qui avait fait passer ce test où des enfants devaient choisir des marshmallows. Il y en avait un qui était sur, je pense que on l'évoque souvent, dans les sciences sociales, il a été vraiment développé. Donc, soit l'enfant le prenait immédiatement, soit on lui disait tu en auras un second si tu es patient. Et le chercheur sortait et effectivement, un certain nombre d'enfants n'étaient pas patients et prenaient le bonbon. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a un peu cette question du choix qui se pose dès le début. Et puis finalement, l'arbre à bonbons et l'arbre à le principe effectivement de la patience joue complètement, mais je trouve qu'il y a une sorte de parabole. Donc vous parliez de conte, mais il y a aussi une dimension de parabole, de fable qui donne vraiment à cette histoire quelque chose à la fois d'universel et de singulier. Oui, totalement. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, les contes, plus que jamais, c'est quelque chose qui nous relie à la fois au merveilleux et à quelque chose de très... Bon, il y a en général une morale dans les contes, etc. Et, euh, et c'est cette façon d'entremêler, en fait, je trouve, des choses qui relèvent de forme de leçon de vie autour de la patience, justement, du fait d'écouter, du fait de trouver des ruses, voire des solutions. Et puis, il y a tout ce côté, justement, qui relève totalement du merveilleux. Et je crois que c'est pour ça, il y a quelques années de ça, on disait que les jeunes ne lisaient plus. Et puis est arrivé Harry Potter et on s'est retrouvé avec des jeunes qui lisaient subitement des pavés de 700 pages. Et je crois que c'est ce retour en fait au merveilleux qui est très important et qui fait que à travers ça peuvent passer effectivement des considérations sérieuses, voire même tragiques parfois. Mais je crois que le conte, pour ça, il est extrêmement important et extrêmement puissant, en fait, dans ce qui permet de véhiculer à travers un côté très ludique, très... D'ailleurs, il y a des contes... mon dernier ouvrage, là, qui ne figure pas dans ma nécrologie, pas encore, ça s'appelle Mirobolant, je vais peut-être vous le montrer, il vient tout juste de sortir et c'est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça s'appelle Mirobolant, l'arbre forêt. Et en fait, c'est une sorte de voyage initiatique d'une petite fille qui va chercher à recréer une forêt détruite. Et à travers ça, c'est pas seulement ça, ça parle aussi de l'absence, ça parle de la perte, ça parle du manque, ça parle de ce qu'on ensemence, de ce que l'amour ensemence et de la quête du beau, en fait, au-delà de tout et de ce qui reste de la vie vivace et belle par-delà la disparition. Donc, je crois qu'un conte, ça se lit en fait à des niveaux très différents et selon les âges auxquels on le lit. Et c'est ce qui est fascinant aussi. Moi, je suis une grande consommatrice de livres dits jeunesse pour enfants, même si maintenant ma fille est grande et qu'elle n'est pas là, mais j'achète toujours des livres jeunesse, j'achète toujours des livres pour enfants parce que je trouve qu'à nous, adultes aussi, elles parlent toujours à différents niveaux et qu'on a besoin de ce retour au merveilleux pour se reconnecter avec le beau et avec le bon, en fait. Oui, alors retour au merveilleux, retour au conte, mais qui a parfois eu mauvaise réputation, puisque
c'est vrai que quand on lit un certain nombre de contes, mais les contes de Perrault ou d'autres, les contes de Grimm, on est frappé par la violence, ou quand on lit les versions originales, version initiale de Pinocchio par exemple, on est frappé par la violence de ces univers. Et c'est Bruno Bettelheim, dans sa psychanalyse des contes de fées, qui nous dit bien que le conte a une fonction cathartique. Mais j'ai l'impression que vous proposez aussi une forme de douceur, en tout cas, qui n'exclut pas qu'on voit de temps à autre, on en parlera tout à l'heure, apparaître une sorcière assez diabolique, mais en même temps, on a le sentiment que ces types de contes que vous proposez, en tout cas, n'ont peut-être pas cette violence que l'on a pu parfois critiquer et qui a été portée très très loin dans certains cas. Il y a beaucoup d'exemples où le Pinocchio, par exemple, dans la version initiale, c'est très très violent et dur. Tout à fait. Oui, je crois que les contes ont cette fonction aussi de nous aider à approcher nos peurs et éventuellement à les apprivoiser, comme le renard du Petit Prince. Euh, mais je crois aussi je pense que si l'histoire, pour moi, raconter une histoire, parce que c'est d'abord des histoires qu'on raconte quand on est enfant, il y a un grand-père, une grand-mère, un père, une mère ou un grand frère ou une grande sœur, et je pense que c'est pour ça que les livres sont. Moi, je me dis, c'est pour ça que les livres sont comme ça, en fait. C'est pour ça que les livres sont en deux parties. C'est pour accommoder deux personnes en même temps. Et je me dis que, par exemple, si moi j'aime lire autant aujourd'hui, je pense que c'est pas seulement pour l'histoire, mais c'est aussi parce que quelque part, j'ai le sentiment que ça me ramène à cette douceur, à cette tendresse, à cet enveloppement du fait de découvrir les histoires, en fait, avec une personne aimée qui vous les fait découvrir. Et, euh, et je crois que cette fonction, cette particularité de la douceur, pour moi, elle est capitale. La reconnexion, je trouve qu'on vit dans un monde tellement dur et tellement violent, et que plus que jamais, à travers la violence, à travers la dureté, la reconnexion au beau et la reconnexion à la douceur et à l'humain et à la tendresse et à la chaleur humaine, pour moi, elle est au centre de ce qui fait la lecture et les histoires. Et je disais l'autre jour que ça m'est jamais arrivé en fait de rencontrer un enfant et lui proposer de lui raconter une histoire et que cet enfant dise non. J'ai jamais vu ça. Je pense que ce besoin d'histoire, il est ancré très profondément en nous. On raconte tous des histoires, en fait. Nous sommes tous des raconteurs d'histoires au quotidien. On se raconte des histoires à nous-mêmes, sur nous-mêmes. On raconte des histoires aux autres, sur nous et sur eux. Donc, je crois que la fonction de raconter des histoires, elle est centrale au fait d'être humain. Oui, raconter des histoires et les dire à voix haute aussi, c'est la particularité de ce livre audio, puisque nous sommes dans un festival du livre audio qui célèbre l'oralité. Alors, on va peut-être continuer un peu ce petit tour de table avec Clémence. Clémence Soupe, vous êtes productrice de livres audio, vous êtes comédienne également, productrice de livres audio mauriciens. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Alors après avoir obtenu un baccalauréat littéraire spécialisation théâtre, vous avez débuté votre carrière artistique, vous avez participé à plusieurs projets de théâtre sur la scène mauricienne, dont une réadaptation de la pièce Antigone de Jean Anouilh, et plus récemment, vous avez interprété le rôle de Stella Kowalski dans la pièce Un tramway nommé Désir, de Tennessee Williams, mise en scène par Ashish Bisondial. Vous avez fait vos premiers pas dans le monde du cinéma mauricien en jouant l'un des rôles principaux dans un thriller écrit et réalisé par John Rabot, le fameux de Blue Penny, dont on parlera sans doute tout à l'heure. Et en parallèle, vous vous êtes lancé dans l'univers du livre audio. Et c'est grâce au Festival du livre audio, en 2021, que vous avez eu l'idée de mettre en avant la littérature mauricienne dans ce format innovant, d'abord avec le soutien et la collaboration de la maison d'édition mauricienne L'Atelier des Nomades. Vous avez pu monter un projet pilote visant à évaluer la réceptivité du public mauricien face à un livre audio destiné à la jeunesse. Et cette première production, Un flamboyant Père Noël de Fabienne Jonca, lu par Tico Soupaya, a été édité en décembre 2021. Encouragé par ce premier succès, vous avez fondé votre boîte de production de livres audio, Les Sons de l'encre, que j'évoquais tout à l'heure, afin de maximiser les chances de valoriser vos projets et vos ambitions.
Les Sons de l'encre a ensuite produit 3 autres œuvres issues du recueil Les Contes de l'île Maurice de Shehnaz Patel, tous destinés aux enfants et centrés principalement autour du personnage de Tizan. Ces livres audio ont été édités en 2022 et le dernier livre audio produit par Les Sons de l'encre est, lui, un roman pour un public adulte, Le journal d'une vieille folle de Oumar Timol, publié par les éditions L'Harmattan. Alors, précisément, Clémence, le livre audio pour l'île Maurice, est-ce que c'est un développement qui se renforce d'année en année et quelles sont les perspectives? Je dirais que le livre audio à Maurice reste encore un terrain un petit peu inconnu, puisque la littérature en soi à Maurice amène un petit lectorat encore, qui est bien présent, mais qui reste encore plus petit au niveau national si on compare à nos pairs comme en France ou en Europe en général. Mais ça attire, et ça attire surtout dans la section jeunesse. Ça, c'est sans conteste, dans le sens où la musique attire, les enfants, comme l'a déjà dit Shehnaz tout à l'heure, ne refusent jamais une histoire, encore moins quand elle est bien racontée, quand elle est bien écrite et quand elle est bien mise en musique aussi. Donc on arrive doucement à rentrer dans un processus pour attirer l'attention, mais on est au démarrage. Clairement, on est au démarrage. Et qu'est-ce qui freine ou qui rend les choses un peu compliquées? Parce que c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, le marché du livre audio de manière globale, mondiale, se développe beaucoup, mais il y a des vitesses de développement très différentes en fonction des régions du monde, et parfois on voit un certain nombre de blocages, alors que c'est vrai, spontanément, le livre audio est une forme, et si vous avez fait en plus cette étude de réceptivité, je pense qu'elle a donné des résultats intéressants. Les enfants plébiscitent ce format. Oui, complètement. Alors, il y a plein d'aspects. C'est déjà le format audio, même si en regardant plus loin, on voit qu'effectivement, c'est en plein essor dans certains pays, mais ça reste un format nouveau, alors qu'on est dans la tradition orale, hein, malgré tout. Et comme on a pu l'entendre au début de l'interview, la tradition orale remonte à bien des années maintenant. Ça reste une tradition encore bien gardée en Afrique notamment, mais ça reste un format nouveau, puisque ça reste un format numérique. Et à Maurice, je pense qu'on est quand même un pays très développé, il ne faut pas croire, mais c'est qu'on prend quand même notre temps pour s'habituer à ces nouveaux formats. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que le format audio, effectivement, est plébiscité par les enfants, mais du coup, certaines écoles l'intègrent dans leur système de pédagogie, ou en tout cas dans leur manière d'apprivoiser un petit peu la littérature dans les écoles. Donc, je dirais qu'il y a quand même du public, effectivement, qui est là, mais qui va à tâtons, puisqu'on est encore un peu timide, et on touche à la littérature en général. La littérature, de mon point de vue, évidemment, à Maurice, reste encore un terrain un peu... on n'ose pas trop s'initier parce que certains ont des timidités, certains n'ont pas eu accès à une littérature aussi mirobolante qu'on peut l'avoir dans d'autres pays. Donc il y a plein d'aspects, mais on touche du bout du doigt quand même à travers les écoles déjà, qui est un bon démarrage. Oui, il ne faut pas oublier que dans les écoles, le livre audio est utilisé dans un certain nombre de pays, qu'il est aussi utilisé comme un moyen d'apprentissage de certaines langues, puisque des études assez poussées, notamment de l'université de Berkeley, et puis même des études réalisées avec certains chercheurs français spécialistes du cerveau, ont bien démontré l'importance de l'acquisition des connaissances par l'audio, par le livre audio, à la différence ou en complément du livre avec une lecture intériorisée. Donc ça, c'est un levier très important. Et peut-être dernière question, il y a aussi cette dimension de l'océan Indien. Est-ce que là encore, il n'y a pas des connexions, même un écosystème qui serait favorable avec des perspectives de développement dans cet espace? Complètement. Moi, ça a été pensé comme ça, en tout cas. Évidemment, il fallait bien partir de quelque part. Donc, partir de Maurice, c'était le lieu idéal puisque j'y vis. Mais l'idée de pouvoir créer des ponts aussi, parce que les histoires, les contes de l'île Maurice
font certainement beaucoup écho aussi à des histoires qui ont été racontées à des petits-enfants réunionnais comme à des petits-enfants malgaches, mais au fond aussi écho, mine de rien, à nos histoires, à ces histoires françaises qu'on a pu entendre avec peut-être des personnages comme Jean et le Loup, non, Pierre et le Loup, excusez-moi, mes références se perdent un peu. Mais en tout cas, ces ponts existent déjà, parce qu'on a, on a quand même ces idées de transmettre dans n'importe quel pays, et puis parce qu'on a des paysages, qu'on a des résonances, des échos dans nos cultures. Mais encore une fois, à travers un nouveau format, il faut déjà qu'il y ait quelqu'un qui se lance. Et puis, on est tous prêts, je crois, à avoir ces idées, mais on est toujours un petit peu en décalage. Dans l'océan Indien, on apprend aussi de nos confrères étrangers. Donc, il faut déjà qu'il y ait ce premier pas de fait. Donc, je ne vais pas m'avancer en disant qu'on est ce premier pas, mais en tout cas, j'avais envie de pouvoir inviter à ce que le format audio fasse partie de la littérature de l'océan Indien comme un format à part entière. Exactement. Et puis, il faut des voix. Alors, on va maintenant se tourner vers nos voix, voilà, qui interprètent ces textes. On va peut-être commencer avec Rachel. Rachel de Spéville, vous êtes coach et comédienne. Vous vous êtes formée pendant 3 ans à l'école de théâtre et cinéma, le Lab Marrakech du Maroc. Vous êtes également détentrice d'une maîtrise de LEA, Lettres modernes appliquées. Il a un master professionnel en ingénierie des échanges interculturels de l'Université de la Sorbonne à Paris. Il y a 10 ans, alors que vous rêviez de théâtre depuis l'enfance, vous décidez enfin de vous lancer. Depuis, vous n'avez plus quitté la scène et vous vivez désormais de votre passion. Vous participez à des masterclass avec Elie Semoun, Jérémy Lippmann, Radou Mihelanou, Francis Perrin, mais aussi Chris Edmond de la Western Australian Academy of Performing Arts, Daniel Jusuiza de UCLA et de l'American Film Institute et Antonia Malinova des Cours Florent. Vous avez joué dans une vingtaine de pièces de théâtre et exploré des registres divers, que ce soit à l'île Maurice, à Paris, Metz ou Marrakech. En 2022, vous incarnez le personnage emblématique de Blanche Dubois dans l'adaptation du classique américain Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams sous la direction de Ashish Bisondial. Parallèlement, vous mettez en scène la pièce de Florian Zeller, Une heure de tranquillité au Codon Art Center, avec une troupe de comédiens amateurs. En 2023, vous êtes à l'affiche de la comédie de Georges Feydeau, Le système Ribadier, mise en scène par Benjamin Gillot, dans laquelle vous jouez le rôle principal féminin d'Angèle Ribadier. Toujours cette année, vous serez également sur les planches dans la réadaptation d'une pièce inédite de Georges-André Decotter, Le faiseur de miracles, sous la direction de John Rabot. Vous évoluez aussi dans le monde du cinéma, notamment dans le film de ce réalisateur mauricien que je viens de citer, John Rabot, de Blue Penny, dont nous avons parlé, en salle, je crois, depuis mars 2023, ainsi que dans 2 épisodes de la série limitée Pulse du Sud-Africain Stephen Clark, actuellement sur Showmax. Enfin, votre parcours de comédienne vous a permis de vous épanouir dans l'univers du doublage de voix et dans celui du livre audio jeunesse. Vous avez notamment prêté votre voix à la narratrice et au personnage du conte mauricien Telfer, le jardin enchanté, d'Amarat Ozani et Kavinien Karoupoudayen chez Pamplemousse Éditions, ainsi qu'à la narratrice et à Tisan dans Les Contes de l'île Maurice de Chénaz, Patel, à l'Atelier des Nomades, projet réalisé, nous l'avons dit, par les sons de l'encre. Alors peut-être, Rachel, il y a 2 Rachel sur cet écran, mais en réalité, il n'y en a qu'une. On a tout fait pour vous perdre. Mais alors je m'adresse à Rachel, à la vraie Rachel de Spéville, et je lui pose justement la question. Alors comment on interprète cet univers de contes, qui est un univers assez spécifique, et quel défi ça peut représenter quand on est une voix qui doit précisément incarner un personnage? Bon, alors, je dois dire que déjà, j'ai un avantage, c'est que ça fait, j'ai 2 petites filles. Donc, j'ai une petite fille de 7 ans et une autre de 6 ans. Et pour reprendre un peu l'idée de Chénaz, non seulement les enfants ne refusent jamais quand on leur propose de leur lire une histoire, mais aussi ils peuvent tomber dans le harcèlement des parents à « raconte-moi une histoire, raconte-moi une histoire, raconte-moi une histoire ». Donc, ça fait déjà 7 ans que je raconte des histoires tous les soirs. Donc, il y a déjà ça qui permet un peu de plonger dans l'univers, dans le folklore. Et si je ne raconte pas des histoires de mon cru, je lis des histoires. Et si je ne lis pas d'histoires, en voiture, j'écoute des livres audio, évidemment. Ce qui me sauve d'ailleurs la vie.
Donc, voilà comment on rentre. Je pense que rentrer dans l'univers du Tisan, ça n'a pas été très compliqué parce que c'est un univers extrêmement vivace. Donc, les images sont très, très présentes et les personnages sont forts. Donc, je crois qu'on s'est laissé naturellement porter par la plume de Shehnaz, en fait. C'est venu assez facilement. Et est-ce que vous avez des... Alors, il y a plusieurs écoles en matière de livres audio. Il y a toujours cette question de, voilà, est-ce qu'on est plutôt dans une logique de narratrice, narrateur, ou est-ce qu'on fait le choix d'avoir des voix adaptées à chaque personnage? Enfin, il y a plusieurs écoles. Voilà. Vous, qu'est-ce qui vous semble... Alors, j'élargis un petit peu, pas uniquement dans ce cas-là, pas dans le cas de Tisan uniquement, mais qu'est-ce qui vous semble le plus adapté à votre façon de procéder? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça de façon catégorique. Je pense que ma façon de procéder évolue en fonction du projet, évolue en fonction du livre, tout simplement. Donc, ça nous paraissait, après, on a pas mal discuté avec Clémence au départ, à ce qu'on allait faire, mais c'est venu très, très naturellement, en tout cas pour 6 ans, qu'il y avait une narratrice avec une voix bien spécifique et puis des personnages qui soient folkloriques ou en couleur. Voilà. Après, n'empêche que pour un autre projet, moi, j'adhère aussi aux deux méthodes. Pour le livre de Marna Toussani et Kavinan Karukudayan, le producteur avait fait le choix que j'alterne et que je fasse toutes les voix. Alors là, c'était une approche complètement différente. C'était dans un flow. Il avait envie d'un côté très naturel où c'est un peu comme quelqu'un qui vient avec un livre et qui raconte l'histoire et qui éventuellement module un peu sa voix. On était... En fait, on suit les approches en fonction des demandes aussi du producteur, en fonction des demandes de l'univers, je pense, de l'auteur, etc. Mmh. Je reste ouverte à toutes les approches, en tout cas. Oui. En ce qui me semble. Et pour vous, comment le livre audio s'articule avec vos activités vos multiples, puisque par rapport au théâtre ou par rapport au cinéma, à l'audiovisuel, où là aussi on a une autre expérience de la voix et de l'oralité, enfin, comme c'est le cas aussi avec la question du doublage, qui elle aussi pose un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui singularise le livre audio et l'expérience du livre audio pour une comédienne ou un comédien? Je pense que ce qui le distingue, en fait, ce qui le différencie des autres formes d'art qui soient liées à l'expression de la voix, c'est que finalement, tout ne doit passer que par la voix. Quand on est au théâtre, quand on est même dans le doublage, évidemment, on double avec notre voix, mais il y a quand même un acteur qu'on remplace, à qui on prête notre voix, mais qui transmet énormément, enfin, qui transmet tout. Là, on est vraiment face à la voix pure, face au plaisir de conter. Donc, je crois que c'est vraiment ça la nuance, c'est que du coup, on est impliqué, les attentions sont différentes, parce que le médium, il est unique dans ce cas-là. Je crois que c'est ça. Oui, la voix, ben justement, on va poser aussi la question à Guillaume Silavant. Vous êtes acteur, oui. Guillaume, et vous baignez, vous, dans l'univers du théâtre, de la publicité, du cinéma et du doublage de voix depuis plusieurs années. Vous vous êtes initié très tôt au théâtre, vers l'âge de 10 ans. Vous jouez dans quelques pièces classiques au fil des années. Après le collège, vous suivez une licence en lettres à l'Université de Maurice. Durant vos années d'études, vous travaillez pour une société de doublage de voix en tant que comédien et directeur artistique. Et dès la fin de vos études universitaires, vous entamerez des cours en art dramatique prodigués par le dramaturge suédois Per Sköldebrand. Dans la foulée, vous embarquez pour le 66e Festival de Cannes en compagnie de Vinaya Sundpur, de Idin Bujlo et de John Rabo en 2013 pour représenter le court-métrage de ce dernier intitulé La Rencontre. Vous poursuivez d'autres formations
dispensés par des professionnels de maintes nationalités, tels que la directrice artistique Anne Westhoff, le comédien Francis Perrin, l'actrice-réalisatrice Marie Rénal et le professeur Antonia Malinova du cours Florent de Paris. Vous ferez également la rencontre de Chris Edmond, professeur d'art dramatique du WAPA, la Western Australian Academy of Performing Arts, et en 2016, vous donnez la réplique à Matthew McConaughey dans Serenity, à Pierre Ninet dans Les Amants de Nicole Garcia en 2019. Vous avez joué dans le film TF1 Coup de foudre à Maurice, et en 2018, vous avez joué dans la série Netflix et Canal+ Agent. En 2020, vous avez joué, alors là aussi dans le film de John Rabot, le fameux de Blue Penny qu'on a évoqué à plusieurs reprises, et on a pu aussi vous voir dans Pulse, sur le service de streaming Showmax. Vous avez également joué dans des clips musicaux incarnant le loup bleu dans le clip de l'artiste Anne Ga intitulé Au Sweet Wild, ou encore dans le clip de Jason Hira et Désiré François Ingra. En 2022, vous étiez aussi à l'affiche dans la production du Codon Art Center, la pièce de Tennessee Williams, Un tramway nommé Désir. Vous y campiez le rôle de Stanley Kowalski aux côtés de Rachel de Spéville et de Clémence Soupe dans une mise en scène de Anish Bizandial. La même année, vous jouez dans la pièce Le système Ribadier de Georges Feydeau dans une mise en scène de Benjamin Gillot aux côtés de ce dernier et aussi de Rachel de Spéville, comme on l'a évoqué tout à l'heure. En 2023, c'est donc cette année la collaboration que vous mettez en place avec Clément Soupe et les Sons de Langue pour l'adaptation en livre audio de 2 œuvres de Shehnaz Patel, dont Tisan et ses gâteaux canettes, pour lesquels vous prêtez votre voix. Alors, Guillaume, je repose peut-être un peu la même question que l'on vient d'évoquer avec Rachel. Vous aussi, vous avez une multitude d'activités et votre voix finalement, alors notamment avec l'expérience du doublage, les théâtres et ces formes artistiques très variées. Qu'est-ce qui a pour vous singularisé cette expérience du livre audio? Alors vous allez m'excuser, mais je vais reprendre un petit peu les mots de Rachel. Oui. C'est justement, voilà, parce que ce sont des choses qui sont un petit peu communes. Ce qui était très particulier, c'était justement que dans le doublage, on a un corps, on a un acteur justement qui est là pour donner du poids à ce que notre voix va apporter dans ses actions, dans sa corporalité. Et c'est juste que là, on n'a pas du tout cet appui. Et donc, tout se repose sur l'illustration. Pour moi, ça a été l'illustration. Ça veut dire que j'ai vu la sorcière dessinée et peinte et j'ai compris presque tout de suite quelle était sa voix. L'illustrateur a été incroyablement précis et je veux dire, il se dégageait de l'image plein de choses pour moi qui ont rendu ma tâche plus simple peut-être. Et donc du coup, c'était vraiment par rapport aux mots aussi, aux mots choisis, à la façon dont l'histoire est narrée. Donc c'était vraiment par rapport à la narration et à l'illustration que ça m'a touché, parce que c'était un nouvel exercice. Et il fallait justement s'appuyer sur des choses sur lesquelles je ne m'appuie pas en général pour donner un peu de vraisemblance à tout ça. Oui, d'autant que vous l'avez dit, mais c'est vous la sorcière, ça ne saute pas aux yeux, mais c'est vous. C'est moi la sorcière, oui, et c'est une super chance et je suis très reconnaissant à Clémence, à tous ceux d'ailleurs sur le projet qui m'ont fait confiance pour ce rôle parce que le livre audio permet de dépasser le cadre du genre. On n'est pas limité parce qu'on est un homme à devoir faire des personnages masculins ou parce qu'on est une femme à devoir faire des personnages féminins. Là, j'ai eu la chance, et je ne sais pas si ça se reproduira, mais celle d'incarner un personnage féminin dans une œuvre. C'est grandiose pour un comédien, une comédienne, je crois que c'est génial. Oui, est-ce que justement, ça n'est pas une des particularités du livre audio aujourd'hui d'être un laboratoire d'expérimentation où on peut précisément jouer avec la question du genre et élaborer presque des formats où il n'y a pas un côté expérimental. Je ne sais pas si d'autres veulent s'associer un peu à l'échange, mais parmi vous, mais effectivement, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. Est-ce que vous trouvez qu'on peut, qu'on peut aller expérimenter des nouvelles formes qu'on aurait peut-être plus difficilement abordées parfois dans d'autres formes artistiques, dans d'autres dimensions artistiques? Je me permets de répondre, Guillaume, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Effectivement, déjà, le choix, j'étais à la direction artistique, le choix de prendre un homme pour faire une voix de femme, c'était un pur plaisir personnel. Je ne vais pas m'en cacher du tout.
l'écriture aussi très imagée, très créative de Shehnaz, amenée à vouloir un peu bousculer les codes. Mais c'est l'avantage du livre audio, comme vous le dites, c'est que tout est force d'imagination et tout est donné ensuite. On apporte quelques éléments, mais tout est donné ensuite pour que l'auditeur ou l'auditrice puisse s'accaparer ce qu'il veut et ensuite en faire sa propre interprétation, pardon. Mais aussi à travers la musique. Le travail musical a été pensé dans cette mixité où un livre audio de façon classique, une seule mélodie sera choisie, un instrument sera choisi. J'ai voulu, avec Chris Arles, qui est à la direction musicale, imaginer un peu, comme Pierre et Leloup, on en parlait, un instrument pour un personnage, donc une flûte par exemple pour Tijan, mais après amener une contrebasse pour la grand-mère, amener ces tonalités de jazz qu'on n'entend pas forcément dans les airs mauriciens ou dans les sonorités africaines. Donc c'est toute cette idée de pouvoir, de pouvoir complètement expérimenter, que ce soit à travers l'écriture, que ce soit à travers la musicalité et la musicalité des voix aussi, clairement. Exactement, ben c'est vraiment réussi. Et alors, j'ai quand même envie de poser la question à Shehnaz. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette version audio? Parce que c'est toujours la question, quoi. Quand on est auteur, c'est toujours la question de la version audio, avec parfois des auteurs qui veulent eux-mêmes lire le texte, le rapport le choix des comédiens. Enfin, c'est toujours une grande complexité. La place de la musique. Alors, pour vous, Shehnaz, qu'est-ce que ça apporte, cette version en format audio? Juste pour revenir un petit peu sur la question d'expérimentation, je crois que ça va devenir une question très centrale dans les années à venir, parce qu'il me semble qu'on va de plus en plus vers des contraintes. Je vois que, par exemple, un très bel ouvrage de Timothée de Fombelle n'a pas pu être traduit en anglais parce qu'aux États-Unis, on a parlé d'appropriation culturelle parce qu'il raconte l'histoire d'une jeune esclave et qu'il est un auteur blanc. Récemment, on a vu que le Roald Dahl est en train d'être réécrit parce qu'il faut changer ses mots, il faut que ce soit correct. Et il y a plein on appelle les relecteurs maintenant, qui doivent s'assurer que tout est bien correct pour répondre à plein de critères nouveaux. Donc, je crois que cette question d'expérimentation et de liberté dans ce qu'on crée, elle va devenir de plus en plus cruciale. Et je pense que le secteur de la littérature jeunesse va être un peu au centre de cette question-là. Et je me réjouis de voir qu'effectivement, à travers cette production des Sons de l'encre, il y a des prises de liberté, je veux dire, parce que pour un auteur, bon, c'est toujours un peu compliqué parce que on se dit toujours qu'une fois qu'on a écrit, qu'on a donné, ça ne nous appartient plus et que chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. Moi, je sais que j'ai un petit souci avec... souvent, je trouve que quand on raconte des contes, quand on se dit on va raconter une histoire aux enfants, il y a une tendance à mettre beaucoup d'emphase dans la façon de raconter. Et je sais que moi, quand j'étais gamine, ça m'ennuyait, en fait. Ça m'énervait. J'aimais pas qu'on me raconte de cette façon-là. Et j'ai trouvé justement que donc du coup, je suis allée un petit peu à tâtons vers cette version et j'ai été emballée parce que je trouve qu'il y a tellement il y a en même temps tellement d'allant et tellement de finesse et tellement de sensibilité, tellement de joyeux, de vivacité, mais sans ce côté trop appuyé, trop démonstratif. Et je trouve que l'utilisation de la musique aussi, Chris Arles, je trouve qu'il a fait un super boulot pour rendre justement, parce qu'il y a les voix des comédiens, mais il y a la voix de la musique aussi, qui est très importante pour retranscrire les atmosphères, et je trouve que c'est extrêmement réussi. Donc, je suis très contente de ne pas avoir à me dire oui, bon, mais. Donc, c'est une autre façon de porter ce conte et de porter les contes, je pense, en général, qui est extrêmement riche et qui, à moi, me plaît beaucoup. Je n'ai pas l'impression. Bon, déjà, ce conte, à la base, il n'est pas de moi, parce que c'est des contes traditionnels de l'île Maurice que là, j'ai revisité et réécrit. Donc, ça ne m'appartient pas, mais
Mais en plus, je trouve que là, à travers cette mise en son, mise en voix et mise en musique, il y a quelque chose de très... qui donne vraiment une nouvelle vie au conte et une belle vie. Clémence, vous devez être très heureuse de... Ah, merci, merci, ça fait toujours du bien. Et pour les comédiens et pour les artistes autour en général. Mais je reprends, effectivement, je crois que le conte, et notamment le conte qui est aujourd'hui, et comme le livre jeunesse, un peu au cœur de beaucoup de débats, précisément avec l'audio et avec les versions livre audio, peut aussi apporter des réponses et dépasser parfois ces débats qui sont un peu manichéens. Et c'est vrai que... l'intérêt dans ce que vous évoquiez aussi, c'est voilà, de créer une musicalité particulière, un travail sur les voix, jouer avec les codes, on parlait du genre, mais effectivement sans peut-être tomber dans ces débats actuels. Vous parliez, on ne les a pas cités, mais des sensitivity readers aux États-Unis, de Roald Dahl. Et c'est vrai que la question aujourd'hui de la littérature jeunesse est centrale. Et c'est vrai que le livre audio peut apporter des réflexions, des expérimentations, et moi je le souhaite, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est vraiment un laboratoire assez idéal où on peut tenter des choses assez audacieuses et en plus esthétiquement riches. Moi, je pense aussi que la grande réussite de Tizan, c'est les gâteaux et ces gâteaux canettes, c'est vraiment aussi cette mise en musique qui fonctionne avec ces voix et avec ce que Rachel et Guillaume ont pu nous dire. Mais Clémence, voilà, maintenant la suite, la suite est attendue puisque Oui. voilà. Et alors, est-ce que vous avez peut-être pour terminer un peu notre échange, est-ce que vous avez des projets à venir, des envies alors, on a cité une littérature qui n'est pas que la littérature jeunesse, mais est-ce que vous avez aussi des envies dans ces domaines-là? Oui, bien sûr, avec l'expérimentation du roman qui n'est pas diffusée encore, mais qui a pu être une première aussi pour nos productions. C'est l'envie d'aller plus loin, en plus avec les éditions L'Harmattan qui ont une gamme spécialement pour l'océan Indien. Ça m'a beaucoup inspirée parce qu'il y a cette idée de pouvoir connecter peut-être des littératures entre les îles elles-mêmes. Donc démarrer par Maurice pour, comme on le disait, peut-être aller plus loin. Mais c'est vrai que mon appétit pour la littérature jeunesse, qui a commencé avec Chénaz et même avec Fabienne Jonca, a envie, je deviens gourmande, j'ai envie de gâteau canette et plus. Donc c'est l'envie aussi de pouvoir répandre un peu les couleurs et cette mixité-là entre les îles elles-mêmes. Mais j'ai pu assister il y a quelques temps avec Chénaz Patel d'ailleurs au Festival du livre jeunesse qui a été monté par Corinne Fleury de l'Atelier des Nomades, qui est l'éditrice papier des contes de l'île Maurice, et qui a permis, qui est dans cet élan-là complètement, de pouvoir connecter finalement les îles et les auteurs entre eux, qu'ils soient de l'océan Indien ou même de Maurice même. Donc on est dans cette mouvance et il y a cette envie, et je nous souhaite en tout cas à tous de pouvoir développer là-dessus. Et le festival le permettra certainement. Donc merci aussi pour cette vitrine. Avec grand plaisir. Je crois que voilà, on a hâte de découvrir toutes ces nouvelles créations et de voir comment Maurice et l'océan Indien plus généralement voilà, développent de nouveaux projets. On les regardera avec beaucoup de plaisir, on les écoutera, on les découvrira vraiment avec joie. Et je crois que Cécile voilà, peut nous dire un petit mot. Oui, un grand merci à tous les 5 pour cette rencontre passionnante. J'en profite pour rappeler au public qu'il est encore temps de voter pour Tizan et les gâteaux canettes sur notre site laplumedepan.com. Et on vous donne rendez-vous demain à 17h pour une nouvelle rencontre autour de poèmes par-dessus les toits de Pierre Soletti. Un grand merci à tous. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.